Hello les Tata, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Sa lignée familiale lui promettait un avenir artistique, mais il n'imaginait pas que sa créativité attirerait des dizaines de millions de spectateurs dans les cinémas, plusieurs fois à l'affiche de blockbusters, ces superproductions cinématographiques. Il a pourtant choisi de rentrer chez lui en Martinique en 2014 pour transmettre son savoir-faire. Bonsoir Saïdou Bernabé. Bonsoir Jean-Marc. Je suis très heureux de te recevoir parce que je reçois là un Martiniquais qui incarne la réussite à l'international. Wow, merci de m'accueillir déjà. Et très heureux d'être là aussi pour partager un peu de cette réussite, un peu de ces aventures surtout. Et peut-être pourquoi pas inspirer et puis co-construire. Et puis la réussite dans un art majeur, le cinéma. Oui, absolument. Un art où finalement on n'est pas si présent que ça. Et il y a encore du chemin et voilà, j'aime l'idée de contribuer justement à faire ça évoluer. Et puis plutôt en back-office, plutôt dans l'ombre, puisqu'on ne te voit pas. Tout à fait, dans l'ombre, sait-on jamais. Hein, si une grosse production vient me proposer un premier rôle, ce sera avec plaisir. Non, effectivement, plutôt dans l'ombre, en tout cas du côté de la création. Du côté de la création, et c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Et l'idée d'en faire partie et pourquoi pas d'accompagner d'autres jeunes à le faire, je trouve ça plutôt intéressant. Alors on aura l'occasion d'en parler durant cette émission. Tu es spécialisé dans la création 3D, oui. Qui évolue en permanence, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va le voir durant cette émission. On va commencer par te découvrir, toi, l'homme Saïdou Bernabé, c'est qui Mounouye. Comment tu te présenterais en quelques mots, Saïdou? Ok, je dirais que je suis un créateur. Je crois que souvent quand j'y réfléchis, je me rends compte que de la création d'entreprise à la création de visuels, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours qui est un peu dans mon essence, aussi un peu dans mon éducation, et dans ma manière d'être, c'est-à-dire d'être toujours à recréer les choses, voir les choses sous un angle différent et me différencier, innover. Voilà, c'est des choses qui me passionnent. Et voilà, c'est comme ça que je me définirais. Alors, on va d'abord voir le petit bébé que tu étais, qui planait déjà. Qui planait déjà, exactement. Oui, ce petit bébé qui planait. Alors évidemment, c'est le genre de photo qu'on découvre, qu'on est déjà en âge de réfléchir, et qui m'a beaucoup fait méditer. Parce que ça me ressemble, en fait. Je crois que je suis quelqu'un qui suis très libre. Je m'associe souvent au vent, à l'air, puis au feu dans les moments où c'est plus chaud. Mais c'est vrai que voilà, cette idée de voler, ça me parle. Ça rejoint aussi ma passion du voyage. Et c'est rigolo de voir ce petit bonhomme. Tu es l'aîné de ta fratrie? Non, je suis le deuxième. Le deuxième. Je suis le deuxième. J'ai donc mon grand frère Djama. On va vous retrouver d'ailleurs tous les trois sur la photo suivante. Ah. C'est toujours très drôle de revoir les photos de l'enfance. Voilà, donc à gauche mon grand frère Djama, qui est aujourd'hui artiste, chanteur, compositeur, et mon petit frère Sunjata, qui est aussi dans la musique, mais aussi dans l'image, dans l'animation 2D. Voilà, une fratrie de 3 bonhommes, que des bonhommes, qui d'ailleurs, chacun on a eu un petit bonhomme. Ouais. On fait des garçons chez les Bernabé. Et vous avez quel écart d'âge tous les 3? Alors avec Djama, on a un peu moins de 2 ans, et Sunja 3 ans. Ouais. Voilà. Donc, alors il y a bon, je l'ai dit un petit peu en préambule, hein, tu es né dans une famille d'artistes, des parents artistes. On va vous retrouver là avec ta maman. Oui, c'est ça. Alors avec ma maman, c'est important pour moi qu'elle soit là dans cette émission avec nous, parce qu'évidemment ma maman c'est morceau de femme comme on dirait. D'ailleurs c'était la femme de la maison et qui faisait tout filet droit. Et ma maman c'est une créatrice. Donc elle était prof d'art plastique, donc déjà le rapport aux arts visuels très tôt a commencé avec elle, et elle était aussi prof de théâtre. Ouais. Et elle avait cet atelier, et qu'elle a toujours d'ailleurs, cet atelier pour enfants, l'atelier Yuma, pour la découverte justement du théâtre et des arts plastiques pour les petits.
Et depuis petit, forcément, on suivait tous les ateliers. Et clairement, ça nous a vraiment baigné dans ce bain créatif à 100%. Et donc, elle est aujourd'hui doctorante en théâtre. Donc, c'est vraiment, on a toujours été d'ailleurs un peu entre ces deux domaines. Et avec Atelier, il y avait aussi une petite troupe, la troupe de l'Atelier Yuma, qui était une troupe de théâtre. Et on jouait dans les écoles, dans les établissements. Et ça aussi, le théâtre, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup nourri. J'étais plutôt un petit garçon réservé. Et le théâtre, ça permet de sortir de sa zone de confort, même passer les peurs quand il faut jouer devant un parterre de 50 enfants, monter sur scène avec le trac. Et quand on y arrive et qu'on déclenche le rire, c'est un truc, c'est incroyable. Et je crois que tout ce nan-nan créatif m'a nourri. Et ma maman en est pas beaucoup. On va la retrouver tout à l'heure sur une très très belle photo. Là, on retrouve ton papa avec deux de vous. Ouais, c'est ça. Avec Jama et moi. Alors, bel pater. Joby Bernabé, très connu, illustre. Ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire que finalement, dans le milieu dans lequel on a grandi, il y avait toujours des artistes qui passaient. Il y avait toujours la présence de la musique avec différents artistes, Jeanne Mona, Maxilla et plein d'autres, Alfred Fantone, etc., qui sont les artistes qui gravitaient autour du travail du pater. Et la musique présente, évidemment, le tambour, le tibois, moi bien mal mon tibois, mon grand frère. Et la parole, parce que c'est un diseur. Et la parole, tout à fait, la parole, la voix. La voix, beaucoup de camarades d'école disaient « ça devait être dur à la maison ». Et je disais que non, en fait, le pater était toujours très posé. Mais tu vois, tu n'avais pas envie d'entendre la voix monter. Ouais. Mais clairement, c'est vrai que ça aussi, c'était vraiment passionnant. Mais en tant qu'enfant, on ne le réalise pas. Là, je le dis avec le recul adulte. En tant qu'enfant, on s'éclate simplement. On a la liberté d'expression, la liberté de création. Et ça, c'est fantastique. Et on la retrouve, cette liberté créative, sur la photo suivante. Je ne sais pas si c'était une période de carnaval. Mais... ouais, c'est ça. Ben là, on est plutôt en mode théâtre, justement. Ouais. Typiquement, on avait un conte, là, c'était Tillette. Et c'était vraiment des grands moments de fou rire, hein, où moi je me retrouve à me déguiser en petite fille et les gars autour, on est censé jouer devant des élèves et qui sont censés pleurer à ce moment triste de l'histoire. Et je vois, tous les gars ils sont cachés, ils sont en train de mourir de rire et moi je suis pris de fou rire, je fais c'est d'où, tiens bon. Mais sous ça, parce que mine de rien, alors évidemment, on se travestit pour le jeu, mais du coup c'est très drôle et c'est intéressant malgré tout, ce qui est toujours intéressant, c'est de générer une émotion chez le spectateur, que ce soit le rire, que ce soit les larmes, de voir des enfants réagir, ah non c'est le méchant et tout, ça c'est génial aussi. Les trois garçons, vous étiez très très proches. Ah oui, absolument. Et toujours très très créatifs à la maison. Ouais. Et jamais d'ennui quoi chez les Bernabé. Jamais d'ennui, si, trois frères forcément, ça se bagarre, ça se chamaille, mais effectivement, et toujours surtout créatif et surtout de la liberté, c'est-à-dire que voilà, on avait notre espace et on pouvait inviter nos amis, évidemment les parents jetaient un œil, mais on a pu vraiment prendre notre place, nous affirmer et franchement, je crois que lorsqu'on pense à l'enfance et même lorsque les amis viennent nous voir, ils y repensent et c'était beaucoup de fou rire, beaucoup de bons moments et ça vraiment, c'est vraiment ce qui nous a nourris. Justement, tu parles d'amis, on va retrouver ton meilleur ami. Ah ouais, là, c'est Renaud. Renaud, mon meilleur ami. Et aujourd'hui, on se retrouve encore à quelque part être très connectés. Savoir que Renaud, on se connaît depuis qu'on a 2 ans. Et lui, sa passion, dès qu'il a eu ses premiers ordinateurs, c'est le jeu vidéo. Et lui jouait vraiment souvent au jeu vidéo, il était très fort. Et moi, je le regardais jouer. Et j'adorais regarder les graphismes, comment ça se passait. Ça fait partie de ta formation, quelque part. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, Renaud, c'est le président d'une association de jeux vidéo. Et moi, j'apprends à faire des jeux vidéo. Et on trouve ça magique. Et quand on s'est retrouvés ici en Martinique, on s'est dit, naturellement, on va créer des passerelles, des liens entre nos deux initiatives. Et la connexion est toujours aussi forte. C'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. Voilà. C'est le troisième frangin. Alors, on va retrouver tes frères un peu plus grands. Ouais. On commence par... Jama Keita. Jama Keita. Yes, Jama Keita. Jama Keita, voilà, depuis la photo, il y a eu du chemin. Donc, Jama Keita, il est effectivement auteur, chanteur, compositeur. Là, c'est une des photos qui faisait partie de la promotion de son dernier album Guidance,
album qui a eu plutôt un bon succès. Donc tous les trois, vous êtes artistes en fait. Ouais, il n'y a pas échappé. Hein. J'ai essayé à un moment donné de me dire je vais aller dans l'architecture et puis à un moment donné, clac, tu vois, l'art rattrape. En fait, il n'est jamais été loin et je crois que la démarche créative, elle est finalement intrinsèque. Et c'est vrai que lui, c'est vraiment, pour le coup, lui, c'est la musique. Quand il jouait au tambour, il jouait déjà très bien dès l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, il joue au tambour, percussion, piano. Il touche même, je lui mets une guitare dans les mains, il commence à jouer. Je dis, mais comment tu fais ça? Moi, j'ai pris des heures à y arriver. Et surtout, je pense que beaucoup disent que c'est vraiment vraiment très talentueux, aussi bien dans la façon dont il compose ses musiques que ses textes. Il y a un bel album en préparation, donc on a hâte de voir ça, vraiment. Et puis le petit frère, Soundia ou Soundiata. Voilà, Soundiata. Soundiata, c'est le sage, le créatif aussi. Donc Soundiata. C'est celui qui ressemble le plus à ta maman. Hein, c'est intéressant, c'est intéressant. Là, c'est une question d'angle. Des fois c'est moi, des fois c'est lui, des fois c'est lui. Toi, c'est le portrait de Joby. C'est ce qu'on dit, mais tu sais que d'autres arrivent et disent mais c'est ta maman, mais je vois ta maman plus jeune. Et Soundia, il est aussi dans la musique, donc il a déjà sorti plusieurs titres et plusieurs clips, mais il est aussi dans la réalisation. Il se considère comme artiste 360, et c'est ça qui est super, c'est qu'effectivement, il peut vraiment toucher à tout. Et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, on collabore ensemble au sein de Parallèle 14, parce qu'un de ses points forts, en plus de la réalisation, c'est l'animation 2D. Et ça, tout ce qui est design graphique, tout ce qui est digital painting, et il accompagne nos étudiants aussi à monter en compétence sur ces domaines-là. Et tous les trois, aujourd'hui, vous vivez en Martinique? On vit tous les trois en Martinique. Avec toujours ce regard à l'international, bien sûr. Absolument, oui, ça c'est central. Alors, Jama très connecté à la Caraïbe, beaucoup l'Afrique aussi, l'Éthiopie et d'autres régions, le Gabon notamment pour Soundia. Et voilà, je crois que on a eu l'occasion tous de vadrouiller, de voyager, et on voit les opportunités qu'on a entre nos mains, et notamment avec les nouvelles technologies et la créativité qu'on a. Maintenant, c'est toujours un peu plus long, un peu plus laborieux quand on est ici. Par contre, on sait pourquoi on est ici. Ce qu'on a vécu en France ou ailleurs, on voit quand même que le cadre est intéressant. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas d'être en permanence proactif à créer des choses. Jama, Saïdou, Soundia ou Soundiata, ce sont des prénoms, je pense, d'origine africaine? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'Afrique est aussi, dans cette même éducation, elle a toujours été présente. Présente parce que déjà, mon père a fait un grand voyage en Afrique, il a vécu en Afrique plusieurs années, il enseignait là-bas, et qu'il est revenu avec ce bagage-là lui-même. Il a rencontré ma mère qui a toujours eu l'Afrique dans son cœur. Et je me rappelle. On le voit d'ailleurs sur la photo, la très très belle photo de ta maman. On retrouve effectivement cette influence africaine aussi. Absolument, absolument. Alors c'est intéressant parce que déjà la photo a été prise par mon ami Georges-Emmanuel Arnaud, super photographe. Et non seulement on voit l'influence africaine, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des bijoux qu'elle a sur elle, c'est des bijoux qui sont créés par le pater. Parce que mon père est aussi créateur d'objets et de bijoux d'art en matière naturelle. Et c'est vrai que effectivement l'Afrique a toujours été là. Et c'est pour ça qu'on a eu ces prénoms qu'il a fallu du coup accepter au départ. C'est bizarre, ces prénoms un peu différents. On me disait Saïdou Doudou, des petits noms comme ça. Et puis finalement, on se dit, mais oui, parce que c'est Jama Keita, Soundiata Aimé, Saïdou Sango. Et c'est des prénoms, on se dit, ça nous permet de faire aussi un lien avec nos ancêtres, parce qu'on sait très bien qu'une part de nos ancêtres vient de là. Et c'est vrai que ma mère avait des encyclopédies qui parlaient de l'Afrique, et moi je me suis nourri de ça en me disant mais waouh, ça me ressemble, ça me parle, ça me fait vibrer. Et du coup j'ai constamment maintenu cette envie de découvrir l'Afrique, et qui maintenant est faite de différentes façons. Et à partir de là, ça permet aussi de mieux se définir. Enseignante d'art plastique à la retraite, mais tu dis qu'elle se consacre aujourd'hui au théâtre. En fait, enseignante d'art plastique et de théâtre à la retraite, mais elle continue sur ses ateliers pour enfants. Et puis finalement, le théâtre, c'est la vie, ou la vie est un théâtre. Donc, mais effectivement, le théâtre a toujours été là, et il l'est encore. Forcément, dans les recherches de photos souvenirs, on s'est replongé dans les photos du théâtre. Et le théâtre a été pour les deux, parce que papa, c'était qui m'a foutillé ça, quand il est rentré avec cette pièce qui a un peu défrayé la chronique à l'époque. Et ma mère a fait beaucoup de pièces avec des personnes âgées, avec des plus jeunes. Elle a voyagé avec des jeunes de l'université. Donc voilà, elle a Très beau portrait aussi de Joby, ton papa, par Jean-Louis de la Lagarie.
absolument. Là, on retrouve le Joby Bernabé C'est ça. authentique. Authentique, qui passait par des différentes phases, mais effectivement, un très beau portrait qui accompagnait l'album précédent Slam de fond. Et qui fera partie aussi des portraits qui accompagneront le prochain album. Il y a un album en préparation, Oui. Balavia, qu'on attend avec de super artistes. J'ose à peine les dévoiler, mais je peux déjà un peu teaser. Il y a Kali, il y a Guy-Marc Vadeleu et plein d'autres super artistes. Et donc toujours actifs. Et effectivement, on le reconnaît, la moustache, le bouc, qui à un moment donné, il n'a plus été, qui revient, et une figure paternelle qui inspire aussi. Quelqu'un d'immensément respecté aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et je m'en rends compte parce que finalement, même si je ne suis pas rentré, on n'a pas trop ce réflexe dans la famille, hein, c'est mon papa, hein, de dire oui, je suis le fils d'eux. Par contre, lorsque les gens apprennent « Ah, tu es le fils de Joby », on sent qu'il y a quelque chose de plus qui s'opère et tant mieux, ça fait du bien, surtout si on a envie de faire des choses collaboratives, de développer et de véhiculer aussi ces mêmes valeurs. Quoi. Quelqu'un qui est entré dans ta vie il y a quelques années maintenant Oui, Linda, ma femme. Ma femme aujourd'hui, depuis peu. Nous sommes des jeunes mariés. Ah oui. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, effectivement. Linda, elle est camerounaise, zambienne, malawite, précisément. Zambienne malawite du côté de son père. On s'est rencontrés à Paris. Et ça a matché. Les cheveux ont poussé, plus les siens que les miens. Et effectivement, Linda, elle est donc consultante et formatrice dans les réseaux sociaux. Donc ça a été... même s'il faut un temps d'adaptation, mais trouver du travail, on peut trouver du travail partout dans le monde quand on est dans les réseaux sociaux. Donc, elle m'a accompagné. Enfin, on a été ensemble à Londres, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et à Paris. Et puis, on a évidemment atterri ici en Martinique. Et puis, vous avez un magnifique petit garçon qu'on va retrouver sur la photo suivante. Il y en a deux. Alors, lui, c'est le dernier petit. Ah, vous en avez deux. J'en ai deux. Donc, le dernier petit, c'est monsieur Kelam, Kelam Tenchi, anti-ciré, comme on dit. Quand je regarde les photos de moi plus petit, c'est un peu troublant. Je dis, dis donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui passait dans les gènes. Mais, oui, donc la deuxième photo, c'est l'autre. Alors, on te retrouve effectivement avec ton autre fils. C'est ça, et c'est mon autre fils, le grand Dalisani Taonga, qui a aujourd'hui 12 ans. Lui, il est top, il est posé, autant qu'il a, monsieur Tissiré, mais génial, joyeux, extrême. Dali, c'est énergétique, mais toujours posé, et très créatif aussi, tous les deux, parce qu'ils vont rendre ça avec les parents, les grands-parents. Là, il y a aussi une continuité qui s'opère. De futurs artistes aussi? Pas forcément. Lui, pour l'instant, il vise la NBA. Ah oui, carrément. Il est à fond. Il faudra qu'ils grandissent bien. Voilà, c'est ça. Après, oui, encore une fois, certainement de futurs créatifs. Et pour revenir à ce que je disais un peu au départ, je pense que la démarche créative, elle doit être dans la façon même d'aborder des problématiques. Oui. Il faut avoir cette démarche créative et puis de repenser le monde en plus beau en permanence. Tu parles de démarche créative. On va conclure cette rubrique Kimounouye avec des esquisses de Saïdou. Ouais, c'est compliqué. Alors, sur les dessins... J'en ai choisi un qui est un peu foisonnant parce qu'en réalité, je me suis trouvé face à une vraie complexité à choisir des dessins. Il y en a tellement. Je crois que dans toute mon enfance, peut-être depuis que j'ai 4 ans, j'ai dessiné mais vraiment énormément. Ouais. Et j'ai beaucoup d'inspiration. La bande dessinée française, belge, les comics américains, les mangas. Et toutes ces inspirations faisaient que j'explorais plein de styles de dessin, tout ce qui est aussi dessin d'observation. J'ai bien aimé cette image parce qu'il y en a dans tous les sens, mais la réalité, c'est que j'ai des dizaines de carnets avec des dessins dans tous les sens. Tu as découvert cette vocation vers quel âge? Je pense vraiment, peut-être vers 6-7 ans. Ah oui, j'ai senti que c'était vraiment ce que j'aimais faire. Et pourtant, j'ai fait un cursus scientifique, mais je dessinais et finalement, j'ai intégré en école d'art parce que c'est dans mon ADN, clairement. Et finalement, à l'instar de Djama, lui qui fait dans la musique, moi c'est le visuel, c'est l'image. Et on va voir où tout ça t'a amené, c'est la rubrique Matinique. Ok. Alors avant de parler de ton parcours, on va parler de tes influences, à commencer par celle de ton papa et de cet album qui t'a beaucoup marqué. Waouh, oui, bien sûr.
Pourquoi il m'a marqué? Alors déjà, l'album est magnifique, mais c'est aussi cette fameuse couverture. Et la petite histoire derrière la couverture, c'est que déjà la statue a été faite par ma mère. Et j'étais déjà impressionné de voir comment faire un portrait aussi ressemblant. Il était vraiment ressemblant et surtout, ça a servi à créer peut-être un des premiers effets spéciaux que j'ai pu voir en vrai, et si proche de moi. C'était 85, tu avais 5 ans? Ouais, c'est ça, j'avais 5 ans. Je ne sais pas s'il y avait déjà les clips de Michael Jackson, mais il avait fait, c'était Michel Traoré, qui avait créé une superposition avec le visage du pater et on voyait en gros la statue ouvrir les yeux. Et c'était impressionnant, c'était vraiment surtout des yeux bleus. Un choc. Mais en fait, il ouvrait, c'était les yeux du pater à la place des yeux bleus. Donc on a utilisé le bleu, c'est le bleu des effets spéciaux pour remplacer et ça donnait quelque chose d'assez impressionnant et moi je trouve ça magnifique. Et je me rends compte que c'est le genre de choses qui reste dans un coin de ma tête et qui déjà me nourrit et peut-être m'oriente vers ma carrière, quoi. Et puis il y a eu, tu me le disais en préparant cette émission, il y a eu les voyages aussi. Il y a eu les voyages. Notamment en Irlande, on va retrouver cette magnifique photo. Alors, c'est pas une photo aérienne? Non, du tout. Enfin, en fait, elle est en hauteur, elle est prise en hauteur, mais voilà. Exactement. C'est qu'en Irlande, c'est vrai que le voyage, pour dire un petit mot sur les voyages, que lorsque j'ai terminé mes études donc de 3D à Paris, il y a des amis qui m'ont invité à faire un voyage, à traverser l'Europe dans un van pour aller en Roumanie. Et ça a clairement changé ma vie, ça a changé ma perception du monde, de voir d'autres réalités, d'autres cultures, des cultures des fois plus pauvres que nous, des cultures très similaires aussi parfois. Et à partir de là, j'ai eu vraiment la bosse du voyage, comme on dit. Et là, en l'occurrence, j'étais parti en Irlande pour travailler dans un studio. Et le pote, le dimanche, il ne se reposait pas. Il me disait, viens, on va escalader la montagne Kirkpatrick, qui est la plus haute montagne d'Irlande, pour prendre des photos du lever du soleil. Ouais. Et l'escalade a été épuisante, vraiment. Je ne m'y attendais pas parce que c'est un autre type de montagne que la montagne Pelée. Et arrivé au soleil, il y avait des nuages. Et on ne voyait rien. Et jusqu'au moment où les nuages se sont écartés, il y a eu les fameux God Rays. Et ce paysage magnifique qui s'est découvert, j'ai fait waouh! Et cette histoire m'inspire toujours parce que je me dis, dans toutes les ascensions, à un moment donné, on est dans des moments de trouble. Ouais. Et puis, si tout va bien, si on est aligné, les choses s'éclaircissent et on voit la suite du chemin. Donc, voilà, le voyage n'a pas. Un autre voyage qui t'a marqué, au pays d'origine de ton épouse? Absolument. En Zambie, bien sûr. C'est vrai qu'on a pas mal bougé à Londres, au Brésil. Et lorsqu'on a fait la Zambie pour la première fois, c'était la première fois pour moi sur le sol, sur l'Afrique, à la rencontre de beaux papas. On n'était pas encore mariés, mais et ça s'est non seulement super bien passé. Et, la photo est magnifique. Hein, ouais, voilà, c'était une petite photo que j'ai eu plaisir à prendre. Et ça m'a fait voir aussi la notion d'espace. On s'est dit, ouais, demain, on va au Chute Victoria. Et en fait, c'est 3 jours de route. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on n'y est pas alors que nous, en 30 minutes, on peut être aux Trois-Îlets. Mais effectivement, l'Afrique, avec tous ses paradoxes, toute sa complexité et évidemment toute sa beauté, vraiment inspirant, quoi. Alors avant ça, il y a eu ta formation. Tu as commencé par l'IRAV, l'Institut régional d'art visuel. Bien sûr. Qui est devenu aujourd'hui le Centre caribéen des arts. Absolument, le Centre caribéen des arts. Alors la photo en noir et blanc, c'était à l'époque de l'IRAV. Exactement. Alors effectivement, après le bac, à un moment donné, j'ai un bac scientifique en poche. Et finalement, je fais le choix de ma passion. Le dessin, et j'arrive à l'IRAV. Des belles années à l'IRAV, vraiment, où là, d'un coup, je découvre vraiment, je sors du cadre scolaire et c'est la liberté créative, avec d'autres personnes qui sont dans le même délire. C'est une école qui a d'ailleurs créé de magnifiques artistes par la suite. Absolument, qui a été créée par des artistes et qui a créé de magnifiques artistes. Et cette liberté créative m'a permis aussi de toucher à beaucoup de choses, dessins, photos, vidéos. Et cette fresque réalisée, pas très loin d'ailleurs, je pense, de l'IRAV. C'est aussi à l'hôpital civil. C'était dans l'IRAV même. Je ne crois pas qu'elle existe encore, mais j'étais content de la retrouver parce qu'on avait travaillé collaborativement avec les amis sur cette fresque, les amis de ma promotion. Et pour moi, ça de dire, ok, voilà, cette fresque a marqué notre passage à l'IRAV. On avait vraiment ce côté un peu engagé, ce côté, ça nous arrivait même le soir d'aller peindre sous les ponts. Mais c'est encore une fois ce côté de liberté créative et puis surtout l'acquisition de beaucoup de compétences. Et c'est d'ailleurs à l'IRAV que j'ai découvert la 3D pour la première fois, avec Martial Bazabas, les cours de Martial Bazabas, qui était un défenseur de la 3D à l'époque, presque tout seul. Mais n'empêche, voilà, cette découverte a clairement donné le cap pour le reste. Par la suite, direction Paris, tu fais l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Tout à fait, absolument, exactement. L'ESRA, c'était pas la meilleure école à l'époque. Très concrètement, ils venaient de lancer un cursus, une école de cinéma qui est très connue, mais ils venaient de lancer le cursus d'animation.
que j'ai intégré en deuxième année. Je fais un petit film d'animation avec mon camarade Thomas et on sort majeur de notre promo. Et j'en parle vraiment parce que je me suis rendu compte que d'autres camarades qui sont arrivés après, Johan, mon associé, Alexis, ils ont fait un peu le même parcours et sorti majeur de leur promo. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est pas anodin. Ouais. Parce qu'on sort de notre petite Martinique et en fait, on impacte. Et ça, mais la formation n'était pas si bonne que ça, donc j'ai attaqué directement. En plus, j'ai terminé l'année du 11 septembre. Donc, inutile de dire qu'il y a eu une grosse crise, il n'y avait pas de travail. Et j'ai commencé dans des petits studios, sur des petits projets. Et puis de fil en aiguille, il y a eu des projets plus importants. Il y a eu celui-ci notamment, qui a été ta première expérience cinématographique. Ouais, wow, Astérix aux Jeux Olympiques, exactement. Le premier film. 2008. Alors, exactement, j'ai fait des pieds et des mains pour entrer dans le studio. Et finalement, ils me disent, bon, comme tu insistes, on a assez de te voir, est-ce que tu saurais faire l'effet potion magique d'Astérix ? En sachant qu'il y a un gars, un senior, qui bosse de chez lui, dans un studio, qui fait aussi des tests. Et moi, j'arrive, je suis encore junior, et je fais des choses, et je fais un truc qui dit « Ah, ça, c'est pas mal, ça !» Et du coup, l'effet potion magique dans ce premier Astérix aux Jeux Olympiques, c'est moi, et c'était top de se dire d'avoir participé, sachant qu'à l'époque, il y avait plusieurs studios qui travaillaient simultanément. C'est une très, très grosse production française. Tu avais quand même touché ton premier cachet. Ah oui, j'en avais eu des petits avant, mais là, ça devenait le premier cachet sur un long métrage qui était vu partout en France, en tout cas, et aussi un peu dans le monde. Et c'était vraiment, on est fiers. Et c'est drôle de se dire qu'on a grandi avec nos ancêtres les Gaulois, de se retrouver à bosser sur Astérix, mais quand même, Astérix, ça reste quand même un classique. Et puis, il y a eu la période Dubois Team. On va te retrouver là avec des potes de l'époque. Ah, des potes de l'époque. Tous antillais, d'ailleurs, je crois. Tous antillais. Donc, on voit Johan à gauche, mon associé actuel, Yannick Honoré à droite, Alexis Pirast en bas, lui qui est Martinique-Guadeloupe, tous dans des domaines complémentaires. Et puis, on s'est retrouvés tous dans ce studio, à tel point que c'est tellement rare d'avoir des Noirs dans les studios à l'époque que les gars nous appellent le gang des Antillais. C'était marrant parce qu'en référence au gang, et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs le gang des Antillais. C'est ça qui est marrant. Et mais voilà, en tout cas, on a fait notre place, on a bossé sur pas mal de productions. Il y a eu par exemple Micmac à Larigot avec Danny Boone, Omar Sy. Effectivement, on a eu l'occasion de travailler sur ce film. En tout cas, je sais que j'avais bossé dessus, le film de Jean-Pierre Jeunet, qui est un film un peu extraterrestre, mais avec la poésie de Jean-Pierre Jeunet. Donc, j'étais super content d'être dessus. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses dans des petites équipes et vraiment de faire encore plus ma place au sein du studio. Et puis, un succès encore plus gros, Moi, moche et méchant. Moi, moche et méchant. Moi, moche et méchant, c'est venu après qu'on ait... Alors, le titre original, c'était Despicable Me. Voilà, c'est le titre en anglais, c'est Despicable Me. Et Moi, moche et méchant, du coup, en France. Et c'est marrant parce que j'ai travaillé dessus après avoir fait une excursion en Angleterre pour chercher du boulot avec les potes, il y avait Olivier Martini, etc. Et puis, comme ça n'a pas pris tout de suite, on a laissé des CV. Je suis revenu en France et j'étais sur Moi, moche et méchant. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque j'ai travaillé sur le film, il sortait la même année que Toy Story 3, je crois. Et je me disais, oh là là, la honte, les Français, on ne sait pas faire de la 3D, ça va être médiocre. J'avais honte vraiment. Et le film est sorti, il a eu un succès mais phénoménal. Quoi. Et du coup, là-dessus, j'ai dit, je travaillais dessus. Tu parlais de l'Angleterre, on retrouve cette photo de Londres. Ouais, Londres, j'ai fait 2 années à Londres. En fait, c'est juste après, quand je suis parti de Paris, alors ma copine, du coup, de l'époque, ma femme actuellement, avait déjà passé la Manche en me disant, je t'attends, fais vite. Elle travaillait dans une chaîne de télé, Vox Africa. Et je suis venu à Londres, j'ai commencé à prospecter. Et il me disait, surtout c'est dur de bosser sur du long métrage à Londres. Il me disait, écoute, on veut être sûr que tu sois à l'aise en anglais, que tu aies de l'expérience. Et c'est ce qui m'a fait partir en Irlande. J'ai fait 6 mois en Irlande et quand je suis revenu, j'ai intégré le studio de Double Négative. Et il y a eu justement l'expérience Double Négative et le film John Carter. Et le film John Carter, super. Là aussi, c'était un énorme film parce que c'est un film de Disney. Il y avait tous les plus gros studios de Londres qui travaillaient dessus à l'époque. Il y avait vraiment près de 2000 personnes. Et dans ces 2000 personnes, il y avait quelques Antillais, dont Johan et moi d'ailleurs, on faisait partie, Yannick aussi qu'on a vu tout à l'heure, Alexis aussi d'ailleurs, les 4 mêmes, on était sur ce film. Et c'était cool parce qu'on pouvait vraiment travailler à côté de pointures qui avaient travaillé sur d'autres très gros films. Et là, tu es sur un nuage, clairement, là. Là, je me dis, là, on commence à être dans quelque chose qui ressemble à la vision que j'avais de travailler dans les industries. Sachant que je n'ai pas mentionné, mais lorsque j'ai découvert la 3D à l'IRAV à l'époque, mon tout premier stage, je l'ai fait à la prod, qui est en fait le studio, c'est les locaux actuels de Max Rose. Dans le studio dans lequel nous sommes. Dans le studio dans lequel nous sommes. Et à cette époque, je rencontre Karim Saï,
qui est ce gars, qui est un Guadeloupéen, qui fait de la 3D pour des gros films. Et je découvre la 3D, mais en mode production, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il bossait sur le générique de Madiana à l'époque. Et là, quand j'arrive sur John Carter, je me dis, là, je commence à être dans quelque chose de sérieux. Tu n'imaginais pas ce qui allait arriver après. C'est ça. On te retrouve là à l'aéroport de Wellington, exactement, en Nouvelle-Zélande, avec Gollum. Avec Gollum au-dessus de moi, effectivement. Donc Gollum qui est un des personnages principaux du Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que quand je bossais sur John Carter, j'ai un ami un matin qui me dit, je suis trop content, j'ai eu un entretien pour Weta Digital. C'est Weta Digital, donc c'est le studio de Peter Jackson, celui qui a fait le Seigneur des Anneaux. Il recrute en ce moment. Et là, je me dis, ah ouais, j'envoie mon CV. J'ai un entretien, 2 mois après. Tu te retrouves là, on va voir la photo de yes. Alors ça c'est le Hobbit, effectivement. Le Hobbit, voilà, je me retrouve sur le Hobbit, qui est le préquel du Seigneur des Anneaux, donc a travaillé sur le premier film de la trilogie. Et là, c'est quelque chose d'assez dingue, parce que pour le coup, j'étais vraiment fan du personnage de Gollum, j'avais un poster de Gollum dans mon studio. Et là, de me dire, waouh, je suis là, j'y suis, je vais bosser sur ce film, je vais bosser sur des plans de Gollum et d'autres. Et ça a été le cas. Et là, pour le coup, là, je me suis dit, c'est quoi la suite? Je veux dire, là, je suis déjà arrivé au sommet. À la limite, le reste, ça va être à peu près similaire. Mais je m'éclate et puis j'ai appris beaucoup. C'était beaucoup d'heures de travail. Et d'ailleurs, c'était marrant de voir que c'était il y a un côté un peu artisanal. Mais de se dire que la première mondiale du film se faisait en Nouvelle-Zélande même, c'était simplement extraordinaire. Ils avaient mis un tapis rouge qui traversait toute la ville. Et de se dire qu'on avait travaillé dessus, c'était... Par rapport à tes débuts, à ton premier long métrage Astérix et les Jeux Olympiques, comment tu situes ton évolution pour arriver jusqu'au Hobbit? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur différents types de projets, que ce soit pour la télé, il y a à peu près 4-5 ans à peine entre les deux. Non, Astérix et le Hobbit, il y a 2008-2012, non? Ouais, 2012. Astérix, c'était peut-être un peu plus tôt, j'ai l'impression. Je doute, mais ouais, je crois plutôt 6 ans, où on sent que finalement, la compréhension des logiciels, des techniques, de la façon de travailler, elle est différente. Elle est différente, ça va plus vite. Et là, on ne peut pas bégayer non plus, quoi. On ne peut pas bégayer. Mais ça m'a fait voir aussi le niveau de finition, de détail qui était demandé. C'est que j'avais même pas. C'est-à-dire qu'ils en sont à se dire, le petit grain d'herbe qui est là, il n'est pas dans la stéréoscopie. On est dans des trucs hyper précis. Je dis, waouh. Et c'est aussi, d'ailleurs, dans ce studio que j'ai pu retrouver le fameux Karim Sahaï, qui lui-même était déjà superviseur dans le studio. Qui est aujourd'hui une pointure en matière d'effets spéciaux. Absolument. C'est vraiment, il fait partie des vrais seniors, des vrais ténors des effets spéciaux mondiaux, quoi. On continue avec cette photo. Tu reconnais? Digital District à Paris. Digital District, bien sûr, effectivement, parce que lorsque l'aventure en Nouvelle-Zélande s'est terminée, j'ai fait une année là-bas. J'ai eu une expérience à Digital District, effectivement, où cette fois-ci, du coup, j'avais le rôle de superviseur sur de la pub. Je revenais sur de la pub, et c'était intéressant d'être un peu de l'autre côté, d'être celui qui drive les équipes et qui assure que la qualité soit au rendez-vous, que les livraisons soient dans les temps. Et c'est marrant parce que c'est aujourd'hui des studios dans lesquels j'ai pu travailler plus jeune et que je retrouvais avec une autre position. Et c'est tout ça qui m'a fait me dire à un moment donné, je commence à avoir un bon bagage, ce serait pas mal de penser à partager ça avec les jeunes générations. Alors avant ça, on va voir, parce qu'on a parlé des films auxquels tu as contribué, mais on n'a pas encore vu ce qu'a fait Saïdou Bernabé. On regarde ce showreel, comme tu l'appelles. Super. And you have right there.
on termine avec Micmac, mais on voit encore les images défiler derrière moi. Tout ça, ce sont tes créations, et on se rend compte de toute la puissance de la 3D et de ces effets spéciaux. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est tout se fait en équipe sur un plan. Il y a vraiment des fois 5-6 personnes qui travaillent sur un seul plan. Et donc moi, je suis souvent soit du côté des textures, ou de l'éclairage, ou des environnements. Tu vois, là, un plan, par exemple, avec les 2 loups-garous, Johan a fait l'animation, et moi, j'ai fait tout ce qui est éclairage. Donc c'est rigolo des fois qu'on se retrouve à travailler sur le même plan. Mais effectivement, c'est toute une méthodologie, tout un process. Et puis avec un regard, ce plan, par exemple, avec les flammes, je me rappelle que les flammes étaient censées être au ralenti, parce que le plan était au ralenti. Et j'ai fait une proposition de les mettre en vitesse normale. Et le superviseur me dit, mais non, mais ça va pas marcher. Puis il y a un retour du réalisateur qui dit, c'est génial, touchez à rien, j'adore. Parce que ma culture finalement cinématographique m'a fait me dire que c'est un moment stressant, même si le ralenti, de mettre les flammes en normal, ça aurait créé quelque chose, une émotion auprès du spectateur. Et c'est vraiment, c'est tout ça aussi qu'on veut enseigner aux jeunes générations. Et c'est tout ça qui fait aussi notre force, finalement, en tant qu'Caribéens, d'avoir toute cette culture monde et en même temps la bonne technicité qu'il faut. Tu as fait, on va dire, une dizaine d'années véritablement dans les effets spéciaux, même si tu continues à y travailler, on va le voir, de différentes manières, même si tu contribues peut-être aussi à distance à certaines productions. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là à travers le monde et avec des gens qui sont des pointures, des gens de qualité phénoménale? Ce que je retiens, c'est que déjà je le vois comme une vie, c'est comme si c'est ma deuxième vie. Quand j'ai quitté la Martinique, il y a tellement de belles choses que je retiens, de belles rencontres, de beaux paysages aussi, parce que c'est des métiers, en gros, c'est des métiers passion. Donc, on travaille sur des projets qu'on a toujours aimé voir, des projets pour le cinéma. On crée des étoiles dans le regard des enfants. Quand je travaillais sur mon premier film, pour mon premier clip, pour des boys bands, j'avais un peu honte. Et quand j'ai vu ma petite cousine me faire « Ah, Gina, travailler sur ce clip », je me suis dit « Ah ouais, tout de suite, waouh !» Et on développe une vraie technicité, une vraie connaissance de l'image. Et en même temps, on a vraiment des gens, des Espagnols. Ma petite équipe en Nouvelle-Zélande, il y avait un Indien, un Égyptien, un Australien, un Japonais et moi. Et on était le petit crew, on faisait du sport ensemble pendant nos pauses. Et je me disais, mais waouh, c'est énorme de venir d'où on est et d'un coup d'être au milieu du tout monde et de réaliser simplement qu'on n'est pas moins que quiconque ou plus que quiconque. On est des êtres humains et notre potentiel créatif peut nous amener vraiment à nous dépasser, à faire des projets vus par le monde entier, quoi. Et ton parcours a été salué récemment par Trace Urban à travers un tout petit documentaire de 5 minutes, je crois, pas très long, tout à fait. Intitulé Caribbean Success, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. J'aime bien quand on ressort comme ça du temps, je dis ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Oui, non, ça fait plaisir parce que ça donne une visibilité et qui va aussi dans le sens de finalement ce qui me drive actuellement. C'est de me dire que comment maintenant on peut briller à l'international depuis ici la Martinique et Trace finalement en reliant notre histoire, notre existence en Martinique permet à toute une population, parce qu'ils sont globalement en Afrique, en Amérique du Sud, de découvrir cette initiative, de se dire ok, c'est possible, quoi. On va parler maintenant de Parallèle 14, c'est la rubrique politique. Donc tu n'as pas fait de politique politique directement, même si tu as manifesté. On retrouve cette photo où tu as eu l'occasion effectivement de manifester à Paris. Alors c'était contre le chlordécone, c'était, je ne sais plus précisément. Je crois que je suis plus très sûr à l'époque, mais je crois que c'était soit pour la vie chère 2009, peut-être 2009, soit un petit peu avant. Voilà, c'est ça, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que j'étais avec mon ami Gilles Dachine, de son pseudo, qui est guadeloupéen, et on avait bosser sur ces cartes qu'on avait imprimées, mais l'idée c'est de se dire qu'à un moment donné, quand des choses ne vont pas, il faut pouvoir aller dans la rue, il faut pouvoir s'exprimer, être présent. La présence, elle est importante, et c'est vrai que toutes les causes, tout ce qui est à l'injustice, c'est des choses qui me font réagir, et puis évidemment tout ce qui est lié aussi à la cause de nos cultures, à la défense de nos cultures, là c'est quelque chose qui aussi me fait vraiment réagir. Avant de parler de Parallèle 14, il y a eu aussi VK Staff. Vibration Caraïbes. Ça, c'était une belle époque, pareil, qui allait dans tous les sens, avec toutes les émotions possibles. Donc, ce fameux festival qui a duré plusieurs années à Paris. Moi, je travaillais avec eux sur les trois premières années. Et c'est vrai que c'était aussi une façon pour moi, c'était associatif. Il y a une super équipe. C'était porté par Colin Thompson.
Et c'était l'occasion aussi pour moi d'être engagé pour ma culture et de se dire que voilà, on pouvait à travers ce festival faire rayonner la culture caribéenne, les cultures avec toutes ces nuances à Paris. C'est super, j'étais dans l'équipe communication, donc je m'occupais des affiches, du visuel et tout ce qui s'ensuit. C'était vraiment une très belle expérience, très enrichissant. On continue avec cette autre photo. Alors c'est plus récent. C'est plus récent. C'est en fait le documentaire qui a été réalisé par Camille Mauduèche. Tout à fait. Sur la Martinique aux Martiniquais, l'affaire de l'Ojam. Absolument. J'étais vraiment déjà ravi de pouvoir travailler sur cette affiche. Parce qu'en réalité, j'ai réellement découvert, je connaissais l'histoire vaguement, et à travers le documentaire, j'ai découvert l'histoire, et j'ai saisi l'importance de pouvoir avoir une affiche déjà impactante graphiquement, mais surtout que ce documentaire circule. Quand on voit ce qui se passe socialement dans notre pays en ce moment, oui, c'est compliqué, on n'en est pas sorti. Mais pour moi, dès que je peux justement accompagner les réalisateurs, j'en ai fait d'autres, affiches, à communiquer sur leur travail, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, Camille Mauduèche, qui était ma prof de cinéma à l'IRAV à l'époque, aujourd'hui, elle est enseignante à Parallèle 14 auprès des jeunes générations, les accompagne sur la création de leurs films et j'en suis ravi. Camille Mauduèche qui a beaucoup travaillé sur des faits historiques majeurs de la Martinique. Parallèle 14, on y arrive, on va voir une photo du tout début, en fait. Du tout début, voilà, les 40 ans arrivent tout juste, les ordi aussi. C'est ça. Il y a eu un début en plusieurs temps. On a démarré l'aventure donc avec Johan et Gérard dans des locaux de la CCIM. Donc Johan Pavadé et Gérard Soprayen, qui travaillaient déjà à l'IRAV à l'époque. On s'est rencontrés tous finalement à l'IRAV, c'est le point de départ. Et voilà, lorsqu'on s'est dit, Johan était comme moi dans les studios, et on s'est dit à un moment donné, bon, là on commence à avoir de l'expérience, il faudrait qu'on monte des studios en Martinique. Mais la réflexion était de se dire, si on veut monter des studios, il faut former du monde d'abord. Donc on a monté cette école avec Gérard, donc démarré dans des locaux de la CCIM. On a 10 premières familles qui nous ont fait confiance et on leur en est éternellement reconnaissant. C'était 2014, donc ça fait 10 ans. 2014, exactement, ça fait 10 ans. Alors, cette année, on célèbre nos 10 ans. Et effectivement, lorsqu'on a emménagé dans les nouveaux vrais premiers locaux de Parallèle 14, on a dû s'équiper. Et là, on nous voit là, tout fiers avec nos premiers ordi. Après, il y avait des coups de peinture à mettre. Au début, forcément, on faisait tout. Mais l'aventure avait démarré. Et c'est intéressant de voir que 10 ans après, on est encore là. Et on va regarder comment 2 jeunes étudiants de Parallèle 14 parlent de leur école. Ok, cool. L'école a été fondée en 2014 par Johan Pavadé et Bernabé Saïdou, 2 personnes qui ont eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience dans l'industrie, travaillé sur de très grands projets tels que Le Hobbit, The Dark Knight, Arthur et les Minimoys, Les Indestructibles aussi, voilà. De très bons films, ça peut donner une idée aussi du genre de production qu'on peut être amené à faire après avoir étudié à Parallèle 14. Les avoir en tant que gens qui ont travaillé dans le domaine et qui sont des acteurs majeurs du métier, au final ce qu'on voudrait être, un peu comme l'objectif, c'est toujours très intéressant, on peut les croiser, avoir des conseils de leur part et beaucoup de retours sur nos travaux. Voilà la promo de l'école pour ceux qui la suivent, Ouais, ça fait toujours plaisir. Alors, je crois que Les Indestructibles, vous n'y avez pas vraiment participé, mais c'est un peu le film référence. Oui, c'est ça, c'est un de nos films un peu fétiches. Du coup, on a une affiche du film dans les couloirs de l'école. Mais vraiment, c'est un des films références. Et voilà, maintenant, tous les autres, effectivement, on y était. Et ça fait chaque année, c'est un bonheur d'accueillir des nouveaux étudiants et de pouvoir les accompagner à réaliser leurs rêves, que de travailler dans ce domaine-là. Mais c'est aussi un bonheur encore plus grand de voir ceux qui commencent à travailler sur des films, sur des séries Netflix. On en a forcément régulièrement et c'est vraiment... Parallèle 14 est devenu Parallèle 14 Académie ou alors c'est une... Oui, en fait, c'est devenu Parallèle 14 Académie dans le sens où cette année, justement, on a ouvert en Guadeloupe. Et pour nous, l'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, on a tenu bon, parce que 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pas tout lisse, on peut s'en douter, et qu'on a tenu bon et qu'on veut que cette marque devienne vraiment une référence, même à l'échelle caribéenne. C'est ce que j'allais dire avec une vision caribéenne, parce qu'il y a eu ce projet Interreg, Cap 3D, qui est relativement récent d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet qu'on avait démarré en 2017. On avait fait un échange d'étudiants avec Trinidad et Tobago, l'université de Trinidad et Tobago, et qu'on a renouvelé, et du coup, il y a 2 ans. Et l'objectif, c'était vraiment de faire des voyages
ensemble avec des étudiants des 3 territoires, Jamaïque, Trinidad et Martinique. Et on a fait plusieurs voyages, donc déjà à Trinidad, à la Jamaïque, et au Festival d'animation d'Annecy, qui est le plus gros festival d'animation au monde. Donc on voit nos étudiants, des enseignants, des encadrants. Et pour tous, ça a été un vrai choc culturel, une vraie révélation de se dire, en fait, on a les mêmes passions. Ouais. Les langues diffèrent, mais on a les mêmes passions. Et surtout, on appartient à cette grande famille de l'animation. Donc la mise en place était sportive, mais on l'a fait et ça crée des vrais liens avec nos voisins caribéens. C'est ça, cette dimension caribéenne, pour toi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Dès le départ, on s'est dit qu'on veut créer une école caribéenne. C'est pas juste une école martiniquaise. Et d'ailleurs, on a quelques Guadeloupéens qui sont venus en Martinique, mais c'était compliqué. C'est la raison pour laquelle on a ouvert l'école en Guadeloupe et qu'on prévoit de l'ouvrir en Guyane. Ouais. On veut vraiment que déjà les jeunes des territoires français d'Amérique puissent avoir accès à cette formation et qu'on maintienne les liens avec la Caraïbe pour que ces mêmes jeunes, lorsqu'ils se rencontrent, mais demain, ils peuvent être amenés à collaborer parce qu'ils se connaissent et qu'ils se font confiance, en tout cas un minimum, pour se dire, allons faire des choses ensemble. Avant de voir des créations 3D des élèves de P14, on va voir quelques affiches. Ouais. Est-ce qu'il y a eu déjà je pense que ce sont des courts-métrages? Oui, tout à fait. C'est les courts-métrages, quelques-uns des premiers courts-métrages de l'école. Effectivement, le tout premier, c'est Toll, qui a eu des prix dans pas mal de festivals, notamment à Trinidad, à Belize et récemment sur Paris. Et puis de plus récents, on a Kurosan qui s'inspire de l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir. Et puis Un amour décomposé, qui est l'histoire d'amour impossible dans un cimetière bien local, bien de chez nous. Il y a d'autres films qui sont en production. Je crois que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du programme France 2030, c'est ça? Alors en fait, c'est ce que je veux dire dans le cadre du programme de l'école qui est de 4 ans. Et en 4e année, les étudiants doivent faire un petit film d'animation de 3-4 minutes, et ça on le fait chaque année. Le programme France 2030, en revanche, c'est un appel à projet auquel on s'est retrouvé lauréat. Lui nous permet finalement de développer, de se consolider l'école lycée en Martinique et de nous développer sur la Guadeloupe et la Guyane. Donc, il y a eu aussi le prix Lumina Sophie en 2019. Absolument. Les Luminas, pardon, en 2019. Les Luminas, exactement. Et puis on avait pu être mis en lumière à Innovation Outre-mer. Je crois que c'était en 2000. Oui. Je me perds un peu dans non, il y a eu énormément de prix. Hein, par les 14. Non, juste quelques prix, mais c'est vrai que c'était le prix de l'égalité des chances remis par Elisabeth Moreno. Et tout ça, c'est autant de visibilité qui nous encourage à poursuivre l'aventure. On va voir quelques créations des étudiants de Parallèle 14. Super. La motobécane, pour terminer, je ne sais pas si c'était une motobécane. La grenade, non, mais c'est important aussi. C'est magnifique, hein, il y a de la très musique belles créations. que les images. Merci. Avec cette musique de Maxilla, oui. Voilà, et c'est vrai que pour nous, c'est toujours important aussi de contextualiser que leurs travaux, dans la mesure du possible, qu'ils puissent déjà regarder leur environnement. Cette génération est très inspirée par les animés, les mangas, la culture japonaise ou coréenne. On essaie de leur dire, mais attendez, vous avez des perles ici, et si vous puisez tout ça et vous arrivez à en faire quelque chose, le monde entier va s'y intéresser. On va voir une photo de la promotion, je crois que c'est la promotion 2022 ou 2023 de Parallèle 14. Yeah. Belle énergie, vous voyez les originalités, les looks, certains d'entre eux travaillent déjà.
Mais oui, c'est ça. Il y a quand même c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent, qui ont les mêmes délires. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de love dans l'école, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et nous, on essaie de maintenir ça et surtout qu'ils puissent continuer aussi à s'améliorer et à créer. Et puis, il y a eu l'ouverture en Guadeloupe. Alors, d'abord, avec cet appel au concours d'entrée, donc Martinique-Guadeloupe. Martinique-Guadeloupe, exactement. C'était le bachelor. Tout à fait. C'était certainement quasiment notre dernier concours d'entrée. Effectivement, on a lancé en Guadeloupe. Alors, arrivé sur et on va voir effectivement la photo de la première promo de la Guadeloupe. Absolument, absolument. C'est top parce que très tôt, ils se sont retrouvés à échanger avec des professionnels dans une super dynamique. Et on a trouvé une équipe géniale sur la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire déjà que la réputation de Parallèle 14, P14, comme vous dites entre vous, l'a devancé aujourd'hui, oui. La Guadeloupe, la Guyane vous attendent en fait? Absolument. En tout cas, ils nous connaissent. Nous, à la Guadeloupe, nous connaissaient, ils nous attendaient. La Guyane nous connaît. Maintenant, malgré tout, s'implanter sur ces nouveaux territoires, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on nous attend, mais en même temps, on est moins habitué à avoir une entreprise tenue par des jeunes martiniquais s'implanter sur le territoire. On viendrait de l'Hexagone, ce sera des fois, pour certains points, plus facile. Malgré tout, l'accueil a été très bon de l'ensemble des instances. Je pense que les parents, comme lorsqu'on a ouvert en Martinique, sont un peu prudents. Donc, on a une petite promotion pour démarrer. Mais elle est là, et ça, c'est énorme pour nous. Donc là, on va vraiment développer. Une année à Parallèle 14 coûte combien On est aux alentours des 7 000 euros. Ouais. Donc on est sur des montants qui sont proches de ceux des grandes écoles, on va dire. Oui, c'est ça, c'est les écoles privées, comme sur les écoles sur l'Hexagone. On est même plutôt dans la moyenne basse que les écoles hexagonales d'animation 3D. Parce qu'on essaie quand même de rendre les choses accessibles. On propose des paiements plusieurs fois. On propose aussi d'aller vers des prêts garantis BPI, des choses comme ça. Et ça fait qu'aujourd'hui... De toute façon, sur de gros investissements. On a vu une petite idée du matériel informatique qu'il fallait, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des super ordi gaming, il y a des tablettes, il y a des casques. On essaie de les mettre, il y a des combinaisons de motion capture. On essaie vraiment de créer, mettre dans des conditions proches du réel. Et puis c'est surtout des formateurs, des pointures. Et justement, Karim Saïd, dont je parlais tout à l'heure, intervient auprès de l'établissement. Il est aujourd'hui basé à Singapour et il donne des cours en distance sur son domaine d'expertise. Et ces pointures-là, nous, on veut mettre ces pointures-là en contact avec ces jeunes-là. Et effectivement, il faut avoir aussi les moyens de s'entourer des meilleurs. Les expertises qui sont enseignées, c'est la 3D, mais pas seulement? C'est-à-dire que c'est vraiment toute la chaîne de production qui permet de créer un film d'animation 3D ou d'effets spéciaux et éventuellement du jeu vidéo du point de vue du game art. Donc en fait, c'est beaucoup 3D, mais on a toute la partie conception graphique en amont. Et puis ensuite arrivent toutes les techniques avec différents logiciels de 3D, de D3D, jusqu'au résultat final. On va terminer avec cette photo qui montre bien, je dirais, toute l'amplitude que prend aujourd'hui Parallèle 14. C'était le concours Black Ambition Prize, qui est parrainé, entre autres, par Pharrell Williams. C'est ça, c'est un concept que Pharrell Williams a lancé pour soutenir des entrepreneurs de la communauté noire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller à ce concours-là, le rencontrer, faire du réseau. Tu as eu l'occasion de pitcher? J'ai eu l'occasion de pitcher, exactement. Donc de présenter en fait l'académie. C'est ça, et l'idée c'est de pouvoir présenter un peu, commencer à parler de l'ouverture, de se dire qu'aujourd'hui, en tout cas on travaille à être sur les 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais qu'on pourrait finalement ouvrir notre pédagogie, la manière dont on doit la penser, ancrée dans les cultures locales, on peut l'ouvrir à d'autres territoires et d'autres cultures, mais en même temps, on a un lien naturellement qui va se faire avec les cultures noires. L'idée, c'est de se dire que si on utilise des nouvelles technologies, qu'on dématérialise la formation, on peut toucher un plus large public. Et on a déjà des liens, notamment avec l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Ces publics qui sont intéressés à collaborer avec nous. Et vraiment, l'objectif, c'est d'aller vers cette nouvelle étape, tout en toujours consolidant notre présence sur notre territoire caribéen. Et là, Parallèle 14 a été classé 6e sur 350 candidats, oui, c'est ça? C'est ça. Ce qui est extraordinaire. C'est assez des candidats qui venaient du monde entier, je suppose. Qui viennent du monde entier, qui vivent dans des grandes villes, qui la plupart ont eu un train à prendre souvent pour candidater. Et puis voilà, quelques-uns qui ont pris l'avion comme moi-même. Mais c'est vrai que c'était pitché en anglais. Et les retours ont été
incroyable. On avait le fils de Snoop Dogg qui était dans le jury, on avait une jeune femme qui est censée faire partie de la prochaine mission dans l'espace d'Elon Musk. Oui. C'est vraiment des vraies pointures et de se dire, d'avoir l'opportunité de pitcher devant ces gens et d'avoir échangé avec eux, créer du réseau avec eux, ça me fait me dire encore une fois, local to global, qu'on peut vraiment être de la Martinique et rayonner à l'international et qu'on va continuer à aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour Parallèle 14 Academy, qui a 10 ans maintenant. Exactement. Et pour Saïdou Bernabé, alors les projets à venir. Beaucoup. Saïdou. Tu continues à travailler sur la création, avec des productions? Alors c'est vrai que récemment, j'ai monté un petit studio qui me permettait finalement de travailler sur des courts-métrages, même sur des longs-métrages, constituer des équipes qui soient sur place et en distanciel, parce qu'aujourd'hui la technologie le permet. Et c'est pas hyper régulier, mais quand même, il y en a au moins 1 ou 2 par année. Ça te manque un peu? Alors, forcément, ça gratte un peu. Et en même temps, déjà Parallèle 14 me prend beaucoup de temps et beaucoup de plaisir. Et j'aime bien d'être aujourd'hui du point de vue de l'entrepreneur. C'est quelque chose qui me plaît, développer la stratégie et emmener une équipe, on a une super équipe soudée, à développer ce projet-là. Maintenant, c'est vrai que ce projet-là ne va pas sans structuration de studio. Et c'est pour ça que ce studio, j'aimerais bien pouvoir le développer davantage. L'objectif, c'est de créer un studio. L'objectif, c'est qu'il y ait même plusieurs studios qui se créent. Un studio ambitieux. Exactement. Et qu'on puisse travailler en gros sur ces mêmes belles productions sur lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler depuis la Martinique. Donc, on avance un pas après l'autre. Il y a du boulot, mais on avance en tout cas déterminé vers cet objectif. Pour ceux qui voudraient se renseigner sur l'Académie Parallèle 14, donc Facebook, déjà notre site internet, parallèle14.com. Il faut savoir qu'on fait de la formation continue aussi pour les salariés, les demandeurs d'emploi. On fait des ateliers pour les plus jeunes de 10 à 18 ans. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et voilà, vous allez rentrer dans l'univers. C'est une communauté Parallèle 14 aujourd'hui qui a toujours fédéré des professionnels et des passionnés de l'image et on compte bien continuer là-dessus et se renforcer. Merci beaucoup Saïdou Bernabé. On aurait pu raconter encore plein de choses sur ton aventure, sur ta trajectoire. Bien sûr. Mais merci beaucoup d'avoir déjà partagé tout ça avec nous. Et puis on continue à supporter Parallèle 14 Academy et à suivre les projets de Saïdou Bernabé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci Saïdou. À bientôt. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les ondes de Zitata. Bonne soirée, bonne journée.